C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Merci d'être là, comme toujours. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous aussi. Bonne année. Alors François Hollande a traversé son quinquennat comme un chemin de croix. Sur lui, la pluie s'abattait sans cesse. Comme une acharnée, son avion prenait la foudre lorsqu'il est allé à Berlin. Les frondeurs ont été des mouches assassines. Macron, lui, c'est pour l'instant tout le contraire. La météo est souvent son allié. Il a eu sa majorité dont tout le monde doutait. Il a neutralisé les oppositions. Cet été, il était condamné à tutoyer les bas-fonds des sondages et hop, il remonte. Sans compter la conjoncture internationale qui le sert économiquement. Sur la scène diplomatique, il occupe l'espace. Il a une Angela Merkel en Allemagne qui pour l'instant est pieds et poings liés et un Donald Trump qui disjoncte. Le président américain est au pouvoir depuis un an. Donc nous ferons le bilan de sa première année au pouvoir. Donc les thèmes de cette émission, vous l'avez compris, la chance en politique avec Macron et pour Macron et le bilan Trump. Et pour en parler, nos invités que je vous présente, Virginie Leguet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef donc à Paris Match, merci d'être là. Alain Frachon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste de politique étrangère au Monde, merci d'être avec nous. Et Gérard Courtois, vous êtes vous éditorialiste au Monde, mais pour la politique intérieure. Donc le Monde est consacré ce soir, donc merci à vous d'être là. Donc Emmanuel Macron, il rabroue la presse, il fait passer les ordonnances travail en embobinant les syndicats. Bref, tout sourit au président, pas d'opposition, toutes les portes s'ouvrent à lui. Jean-Marie, c'est quoi? C'est son horoscope, un talent, une chance insolente? Est-ce que ça va durer cette baraka, cette chance? Bon, est-ce que d'abord il l'a peut-être initié aussi, mais en tout cas, toutes les planètes sont, et on le dit depuis longtemps, toutes les portes s'ouvrent à lui. Voilà une différence avec François Mitterrand. Il ne consulte pas Madame Tessier oui, c'est vrai. Pour avoir son horoscope. Alors la chance est peut-être, une chose. On n'en sait rien. La chance est une chose, mais l'art et la manière d'accommoder les circonstances, de jouer, de se saisir des circonstances, c'est l'essence même de l'art politique. Donc il n'y a pas que la chance, il y a la façon dont on l'utilise ou on ne l'utilise pas. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que Emmanuel Macron a montré une grande aptitude. Il faut reconnaître qu'il s'est installé très vite dans la fonction, il a incarné très vite la fonction, il continue de le faire, et en même temps il avance. Mais pour moi, il y a deux facteurs clés qui expliquent cette situation, cette espèce de moment Macron que nous vivons aujourd'hui. C'est d'abord son socle, c'est toujours le même, et c'est évident depuis le vote des ordonnances, je fais ce que j'ai dit. À partir de là, oui. il peut dire « je suis tellement différent de tous les autres et vous allez enfin avoir quelqu'un en qui vous puissiez avoir confiance puisque je fais ce que j'ai dit ». Et la deuxième chose, c'est évidemment la disparition de toute opposition. Les oppositions sont éclatées, dispersées et ne restent vraiment face à lui que les deux extrêmes. Donc tout ça portera des dangers à terme, mais pour le moment, ça lui permet d'avancer et d'aborder l'année 2018 avec un horizon politique, en tout cas, dégagé. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des incidents de parcours, que telle réforme sera plus difficile qu'une autre, mais néanmoins, il peut avancer sans obstacle visible à ce stade. Voilà, donc c'est pas seulement la chance. Alors les réformateurs dans l'histoire, il y en a eu, et tous n'ont pas atteint leur but. Le plus récent, on va dire, c'est Michel Rocard. Est-ce qu'il va y arriver, Emmanuel Macron, dans cette révolution qu'il n'appelle plus révolution d'ailleurs, mais qu'il appelle transformation? Ça a été le rêve de beaucoup de présidents, ou en tout cas de ceux qui ont brigué la présidence. Personne n'a vraiment réalisé une révolution. Peut-être des révolutions de palais, mais des révolutions tout court. C'est à moi que la question s'adresse. Oui. J'ajouterai deux chances à celles que Jean-Marie a énumérées. La conjoncture économique, qui est porteuse et encourageante, ce qui n'était pas le cas de son prédécesseur immédiat, ni même de celui d'avant, de Nicolas Sarkozy. Et une autre chance, qui n'est pas une chance, qui est un talent qu'il a su provoquer et mettre en œuvre, c'est le pilotage de son équipe. Si l'on se souvient des 6 premiers mois du gouvernement Ayrault en 2012, qui était une catastrophe permanente, des couacs à répétition, et que l'on compare avec l'équipe d'Édouard Philippe,
Il y a un pilotage serré, rigoureux, des feuilles de route précises et très peu de couacs. Et très peu de politique. Et très peu de politique. Les gens de la société civile, donc, ça aide. Ça fait 2 atouts supplémentaires qui, lui, en dehors de la disparition, moi je dirais pour l'opposition, Macron c'est la bombe à neutrons. Ils sont toujours là, mais ils sont morts. Pour l'instant. Ils vont se réveiller peut-être un jour, mais bon. Donc, il y a tous ces atouts-là qui lui donnent évidemment davantage de chances d'y parvenir. Michel Rocard, il avait un sérieux handicap, c'était Mitterrand quand même, pour parvenir à ses fins. C'est vrai que, oui, cependant, le handicap de Macron, c'était de dire qu'il sortait de nulle part. On disait il n'a pas de parti, il n'a jamais été élu nulle part. Il a fait la démonstration que ça ne l'empêchait pas d'être élu à partir du moment où il est et où il incarne la fonction comme il l'incarne, de fait. Maintenant, il a effectivement une feuille de route qui est celle de son programme annoncé pendant la campagne. Il y aura un moment compliqué à gérer pour lui, c'est le moment où, une fois mise en œuvre avec les aléas que ça peut comporter, les grandes réformes et celles qui sont à venir, l'UNEDIC, l'apprentissage, la formation notamment, et la révision constitutionnelle, qui n'est pas rien. Une fois qu'il aura fait ça, il y aura un moment où il ne sera plus dans les clous de sa campagne. Il faudra qu'il réinvente. Et ce moment-là, qui est probablement dans 1 an ou 2, sera un moment compliqué. Oui, ce momentum, Virginie, est-ce que... Comme on l'a dit plusieurs fois sur ce plateau, il a contribué à dépolitiser la vie politique, Macron, un peu comme De Gaulle, un peu après 58. Mais dans le fond, ce centre aujourd'hui qu'il incarne, est-ce qu'un jour il y aura ce retour de balancier de la droite et de la gauche? Est-ce que c'est pas dans la nature des choses, de la résilience de la politique, que la droite et la gauche reprennent leurs droits à un moment? Il est peut-être trop tôt pour le dire. Emmanuel Macron est élu depuis 6 mois et aujourd'hui, l'état d'esprit général, c'est plutôt le soulagement quand on se souvient du climat politique de la campagne présidentielle, du risque qui planait et auquel d'ailleurs le monde croyait que l'extrême droite pouvait arriver au pouvoir. Aujourd'hui, avoir un président qui vient d'avoir 40 ans, qui semble tenir ses promesses, qui est jeune et qui est hyperactif, qui multiplie les déplacements, qui finalement s'exprime beaucoup, contrairement à ce qu'il avait théorisé sur la parole rare. On est dans le soulagement et dans la promesse de quelque chose qui réellement va changer, de quelque chose qui s'incarne assez bien. Moi, je suis beaucoup plus interrogative sur la suite. D'abord, est-ce que les réformes déjà effectuées sont aussi transformatrices qu'elles l'annoncent? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que celles qui vont suivre vont se faire aussi facilement que celles qui viennent de se produire? Et est-ce que ce président-là qui aime s'exprimer seul, gouverner seul, apparaître seul, peut longtemps être effectivement celui qui occupe tout l'espace? Là aussi, c'est une vraie question. L'opposition jusqu'à présent, ou les oppositions, devrait-on dire, ont été comme anesthésiées, comme sous le choc. Elles se reconstituent très lentement. Laurent Wauquiez vient d'être élu à la tête des Républicains. Est-ce qu'il réussira à redonner vie à ce qu'il estime être une opposition de droite? On va le voir. Marine Le Pen est dans des difficultés personnelles très profondes qui rendent sa crédibilité fragile. Mais malgré tout, je ne vois pas le vide. Le vide va forcément devoir se remplir. Donc le paysage va se reconstituer, bien ou mal, peu ou prou, mais il va se reconstituer. Et les difficultés commenceront également, enfin, j'en terminerai, quand les élections vont arriver. Là, en 2018, il n'y a pas d'élections. Les premières qui vont arriver sont les européennes, qui lui sont plutôt profitables parce qu'il a un créneau très clairement identifié et que les Français peuvent avoir envie de lui emboîter le pas sur cette route-là. Après, il y aura des élections, ce qu'on appelle intermédiaires, les municipales, les régionales et les départementales. Et là, on verra bien ce que pensent les Français, d'autant que les résultats ou non seront venus. Alain Frachon, Macron aussi, l'européen. Alors c'est vrai que les ennuis qui vont peut-être s'arranger pour Angela Merkel, en tout cas font de lui, et plusieurs journaux d'ailleurs ont fait des journaux anglo-saxons en ont fait leur une, sur le leader de l'Europe avec l'image de Macron. Là aussi, il a de la chance sur la scène internationale. Enfin, l'absence d'Angela Merkel, c'est conjoncturel. Absolument. C'est conjoncturel. Je veux dire, personne n'a intérêt à ce qu'il y ait une manière de vide de pouvoir qui s'installe comme ça à Berlin. Alors, ça peut ponctuellement lui profiter, mais il a lui-même fixé les limites de sa capacité à représenter l'Europe, notamment en Chine.
il fallait parler pour l'Europe. Il fallait dire que les Européens ne doivent pas laisser les Chinois investir en Europe de manière totalement libre ou au coup par coup selon les États. Vous savez que l'Europe n'a aucune compétence en matière de contrôle des investissements étrangers. Elle n'a aucune compétence. Nous n'avons pas l'équivalent de ce qu'ont les Américains, qui est une commission de contrôle des investissements directs. Nous n'en avons pas. Et il l'a regretté à Pékin. Il a dit c'est pas bien que l'Europe n'ait pas ça. Et encore plus grave, il a dit l'Europe se divise sur la manière d'aborder la question des investissements chinois. Donc il est à la fois le représentant de l'Europe, conjoncturellement, pourquoi pas, il a raison, il y a une sorte de vacances de la représentation européenne, mais en même temps, il ne se trompe pas. En même temps, vous voyez, je suis macronisé aussi. En même temps, il a lui-même dit les limites de cet exercice sur une question clé, qui est celle de notre position face à la Chine. Il a dit il n'y a pas de position européenne face à la Chine. Il dit ça à Pékin. C'est assez courageux. Oui, c'est vrai. Et c'est très réaliste, en tout cas. Alors, on ne lui a même pas reproché d'avoir parlé, de ne pas avoir parlé des droits de l'homme. On lui a même pas reproché. Alors, c'est vrai qu'il n'avait pas mis, les droits de l'homme au panthéon de sa diplomatie, au fronton de sa diplomatie, comme l'avait fait. On se souvient Nicolas Sarkozy qui avait dit vous allez voir ce que vous allez voir, et puis in fine il se passait rien. Donc il avait toujours dit qu'il se mêlerait pas de la politique intérieure des pays. En dehors de ce que les présidents peuvent mettre en avant, il y a la pression de l'opinion, la pression médiatique. Il n'y en avait pas là. Il n'y en avait aucune. Alors que le malheureux Nicolas Sarkozy, quand il y avait eu les incidents avec le Tibet, il s'était fait, il y avait une pression infernale sur Nicolas Sarkozy. Et si ça avait été François Hollande qui aille en Chine, où il est allé sans évoquer les droits de l'homme, c'eût été aussi un tollé. Donc il bénéficie aujourd'hui d'une bienveillance assez large, et qui est un peu comme si, au fond, les médias collaient à l'opinion. L'opinion étant favorable, c'est une des explications, je n'en sais rien. Mais il y a aussi, de façon assez intéressante, la partie de bras de fer qu'a engagé Emmanuel Macron face aux médias, et qu'il est en train de gagner parce qu'il arrive à bien maîtriser sa communication, à laisser sortir les images qu'il veut laisser sortir, à parler quand il veut parler, et ainsi de suite, à essayer de ne plus être sous la pression. Et il est d'autant moins sous la pression que cette pression, notamment sur les droits de l'homme, n'a pas existé. C'est frappant. Vous l'avez remarqué aussi, vous l'avez noté ? Oui, cette bienveillance dont parle Jean-Marie, vous êtes à la fois de l'opinion de la presse. Elle est relative. Alors, il y a la presse. Je voulais revenir sur un mot que vous avez employé, Roselyne, c'est les bas-fonds des sondages pendant l'été. Oui. C'est plus compliqué que ça. Si on disait que c'était la plus... quand on comparait, Il y a 9 instituts de sondage qui font des baromètres de confiance du président de la République. Si on fait la moyenne des 9, en juin, il était à 53% d'opinion favorable. En septembre, 3 mois plus tard, après cet été terrible, il tombe à 40%, ce qui, par rapport à des références des 2 quinquennats précédents, ça n'est pas encore la calamité. Et depuis, il est remonté de 6 points. Il est remonté en moyenne à 46%. Oui, donc ce n'est pas les bas-fonds, donc j'exagère un peu. Ce n'est pas les bas-fonds, et ça n'est pas non plus, cette espèce d'image qui, à travers 2 ou 3 enquêtes, apparaît comme une espèce de rebond extraordinaire. Il a regagné la moitié du terrain perdu. Mais comment vous l'expliquez, ça, d'ailleurs ? Tout simplement parce qu'on a dit. Je fais ce que j'ai dit. J'ai un gouvernement qui bosse de manière sérieuse, appliquée. J'ai des ministres qui sont des ministres pour la plupart compétents et qui apparaissent compétents, en tout cas, sur leur domaine, Madame Pénicaud, Monsieur Blanquer, etc. Voilà, donc les gens se disent... Et un Premier ministre qui s'affirme. Et un Premier ministre qui est pas du tout, qui est dans un rapport de complémentarité avec lui, assez surprenant, remarquable, mais c'est porté au crédit de Macron, ça. Qui l'a choisi ? C'est lui. Mais si on regarde dans le détail ces 46% d'opinion favorable actuelle en moyenne, il y a une vraie césure très profonde entre les insiders, comme on dit, les gens qui sont à l'aise avec la mondialisation, qui ont du boulot, qui sont dans des niveaux de revenus aisés ou confortables, et les autres, ceux qui, au contraire, se sentent déclassés et qui sont dans le bas de l'échelle sociale. Et là, la polarisation, elle est de plus en plus marquée, et c'est un des problèmes que Macron va devoir affronter dans les mois qui viennent, c'est comment,
puisque c'est une de ses ambitions. Comment ressouder ces deux France? Alors voilà, il y a ça. Donc cette chance insolente, va-t-elle durer? Il n'y a que le changement qui est impermanent. Donc Virginie, quels sont les écueils dans le fond qu'on peut... parce que va vouloir être l'oiseau de mauvais augure. S'il réussit, tant mieux pour la France, tant mieux pour les Français. Mais à quoi va-t-il devoir veiller pour garder, on va dire, ce précieux coffre-fort de chance, pas de prospérité, mais on va dire en tout cas d'une situation plus encourageante et plus optimiste. Voilà, à quoi doit-il veiller? J'allais dire à la France silencieuse, à celle qui pour l'instant ne s'est pas exprimée ni au second tour de l'élection présidentielle, ni aux législatives. Je rappelle qu'au second tour de l'élection présidentielle, il y avait 34,1% d'abstention de vote nul et de vote blanc, ce qui est énorme. Et ça veut dire que les gens, même face à Marine Le Pen, n'ont pas voulu voter Emmanuel Macron. C'est un signe, c'est quelque chose. Ça représente énormément de Français qui aujourd'hui sont un peu comme au bord de la route. Ils ne sont pas forcément hostiles, mais ils attendent de voir. Et cette France-là, silencieuse, à qui peut-être Emmanuel Macron ne donne pas l'impression de parler toujours, comme s'il ne savait d'ailleurs pas très bien qui ils sont, qui sont ces Français, comment ils vivent et de quoi ils vivent. Cette France-là silencieuse, elle pourra se réveiller un jour et se sentir pas très représentée par un président jeune, vif, brillant, alerte. Et comme disait mon voisin, mon camarade, les insiders. Gérard, je n'ose pas encore. Les insiders. C'est pour ça que je suis prudente. Peut-être dans un quart d'heure. Juste prolonger ce que disait Virginie, qui a évoqué tout à l'heure aussi la comparaison avec les premiers temps du général de Gaulle. Retour au pouvoir, où il y avait de la même façon un formidable bouleversement du paysage politique, dépolitisation, et comment les choses se sont-elles recomposées au sortir de cela. La droite et la gauche sont revenues. Elles se sont recomposées d'une façon très simple quand le général de Gaulle a incarné la droite et que s'est incarné en face de lui un bloc de gauche. Et donc c'est de là d'ailleurs des débuts de la Ve République. Notez que j'ai posé la question tout à l'heure. C'est des débuts, de la Ve République que date ce partage sur lequel on a vécu, droite-gauche, avec les alternances qui ont fini par lasser les Français. Mais c'était cela. Et j'observe aujourd'hui que dans la phase actuelle, les signes que donne Emmanuel Macron vont tous dans le même sens vers la droite. Et que peut-être il aspire, notamment en vidant l'espace de M. Wauquiez, peut-être il aspire à représenter comme cela toute la droite et un petit peu au-delà de la droite. Alors il nous annonce au moment des vœux un virage à gauche en disant « je vais faire un plan social où je vais porter un projet social ». Quand on regarde d'un petit peu près, ce projet social n'existe pas, parce que la réponse en général autorisée, c'est de dire mais regardez les réformes que nous allons faire, c'est ça le projet social. Non. Non. Et par rapport à l'inquiétude qu'évoquait d'un certain nombre de nos compatriotes, qu'évoquait Virginie, non, il n'y a pas de réponse sociale constituée à cela. Et je ne pense pas que Emmanuel Macron soit armé pour la concevoir. Et c'est donc un problème politique pour lui qui va se poser, j'allais dire, à la fin de l'année 2018. Mais c'est ça l'équation. Pour le moment, on est dans la phase déconstruction des oppositions, bouleversement du paysage politique, dépolitisation. Mais viendra un moment où les choses vont se restructurer. Et pour le moment, Emmanuel Macron vous avez très bien répondu à la question. Clairement posé à droite. Alain, autre chance pour Macron, bien sûr, sur la scène internationale, comme effectivement la nature a horreur du vide, c'est qu'il... il affirme aussi son leadership parce que Donald Trump déstabilise son propre pays et ses partenaires, ses interlocuteurs internationaux. Donc là aussi, face à la folie Trump, là encore, il peut se poser, même si la France, même s'il a beau dire la France est de retour, etc., c'est l'Europe qui pourra compter face à des pays comme la Chine ou les États-Unis. Mais Emmanuel Macron, là encore, peut profiter de la déstabilisation Trump. Non, je crois que c'est du parisianisme. Ah, d'accord. Et je crois que c'est du parisianisme de la pub médiatique. D'accord. Les rapports diplomatiques, les rapports de force sur la scène internationale sont ce qu'ils sont. La France est une puissance moyenne. Il l'incarne brillamment à l'étranger. Il a une aura formidable dans la presse étrangère, au-delà même de ce qu'imaginent les Français.
Mais tout ça n'est qu'une image. Donc tout ça n'est qu'une image. C'est pas une image. La France compte. Ça compte, la France. Mais quand il dit, je veux que la France soit une grande, retrouve son rang de grande puissance et non pas une puissance moyenne. Il a raison. Vous savez, il n'y a pas 36 000 discours. Si vous voulez lutter contre le nationalisme, il ne faut pas avoir honte d'une forme de patriotisme. Ce qui ne l'empêche pas d'être aussi un Européen. Donc il a raison de ce point de vue. Les Français souffrent de dépression permanente. Donc il leur dit non, il n'y a aucune raison que nous ne sortions pas de la dépression. Et ce point de vue-là, je pense qu'il a raison. Mais de là à dire que face au vide de pouvoir que représenterait Trump, par exemple, il y a une autre grande puissance qui se manifeste, c'est Emmanuel Macron tirant l'Europe. Citez-moi une position commune de l'Europe sur un des grands conflits aujourd'hui qui font des morts parmi les hommes, les femmes et les enfants. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de position commune de l'Europe sur qu'est-ce qu'on fait en Syrie et en Irak. Il y en a encore moins sur le conflit israélo-palestinien, où l'Europe est incapable d'avoir une initiative, parce qu'elle n'est pas d'accord entre elles. Même si elle donne des fonds. Parce qu'elle n'est pas d'accord entre elles, si vous voulez, tout simplement. Est-ce que vous pouvez avoir une position européenne commune sur un domaine qui, d'ailleurs, là encore, n'est pas des compétences de l'Union européenne, qui est l'immigration ? Vous avez déjà un groupe de 4 ou 5 pays qui dit « nous, c'est pas notre problème. On s'en fiche, on votera contre ». Ça, et donc, si vous voulez, il ne faut pas raconter de salade. L'Europe, c'est très important. Le marché unique, c'est très important. L'union douanière, c'est très important. Emmanuel Macron a raison de fixer des ambitions autres, d'imaginer une Europe qui soit une entité indépendante et autonome sur la scène internationale, mais c'est une ambition. Dans la réalité quotidienne, moi, je vous parlais de la France et vous me répondez l'Europe. Vous avez tout à fait raison. Moi, je vous parlais de l'image de Macron. Donc, vous me dites, dans le fond, si j'ai bien compris, Macron, ce n'est qu'une image. Dans le non, je ne dis pas que c'est une image. Je dis que les Français ont tendance à penser... C'est la force de l'Europe. Non, je dis que les Français ont tendance à penser, ou les journalistes ont tendance à penser, que Macron représente une grande puissance dans le chaos international actuel. Je vous dis non. Macron représente une puissance moyenne qui compte. Mais, si vous voulez, ça a une capacité... Il compte quand elle est intégrée dans l'Europe. Ça a une capacité... Alors, intégrée dans l'Europe. Mais intégrée dans l'Europe, c'est un vrai problème. Parce qu'il n'y a pas de position européenne commune sur la plupart des grandes questions internationales. À votre point de départ, très bien. Donc, vous savez, le principe de la pédagogie, c'est la répétition. Donc, est-ce que... Donc, on a bien tous compris. Enfin, moi, j'ai compris. Est-ce qu'on peut rajouter... Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Alain ? Moi, je dirais une seule chose, c'est que là où Macron est très habile, c'est qu'effectivement, il ouvre le chemin et il tire les Français vers demain. On va progresser, on va exister, on existe dans le monde. D'ailleurs, quand il a parlé de sa propre élection, il a dit que c'était une élection qui avait stupéfié le monde. Donc, ce niveau de langage est plutôt source et moteur d'optimisme. Mais c'est un optimisme que nous pouvons partager contre nous. La France restera la France par rapport aux autres puissances. C'est un optimisme d'ailleurs dont, je dis entre nous, c'est bien ça dont je parle. C'est un entre-soi. Le macronisme suraigu dont nous sommes victimes ici à Paris, d'abord n'est pas celui qui existe dans le reste de la France et n'est pas non plus celui qui existe dans le monde, même si dans le monde il a une très bonne réputation et sa femme d'ailleurs également jouit d'une excellente réputation. Mais voilà, la France restera toujours ce qu'elle est, c'est-à-dire... Voilà, loin derrière les États-Unis. Et Donald Trump peut avoir les défaillances, les errances, les excès qu'il a. La France ne grandira pas plus. C'est un peu la grenouille qui veut se faire aussi grosse. Vous voulez parler de Trump parce qu'il nous reste que 6 minutes. Je ne vais pas m'inscrire dans ce débat parce que je nuancerai beaucoup ce qu'a dit Alain sur l'Europe parce qu'en fait, sur tous les grands sujets, l'Europe avance. Mais c'est une autre discussion. Mais en revanche, il y a un domaine où Emmanuel Macron a pris un risque risque calculé sans doute, c'est la façon dont il a accueilli Donald Trump. Il en a fait une sorte de lien, d'amitié, de copains comme cochons, pour parler vulgairement. Est-ce qu'il a eu raison, compte tenu de ce que l'on voit et de ce qu'on observe de Donald Trump? C'est une prise de risque. Voilà, il s'est positionné comme un interlocuteur. Il a compris qu'il était inconsistant et qu'il pouvait tomber sur la phase... Il échange assez souvent avec Donald Trump, qu'il est un interlocuteur reconnu, mais... Voilà, en même temps, Donald Trump, quel est le destin de Trump? C'est un autre sujet. Alors peut-être que la bulle médiatique franco-française veut que Trump n'aille pas au bout de son mandat, je n'en suis pas sûr. Juste un mot, dans la comparaison entre Macron et Trump, il y a des effets d'image qui sont extrêmement forts. D'un côté, on a un président américain
qui paraît totalement chaotique et baroque et surréaliste et qui dégrade sa fonction. Et de l'autre côté, on a un jeune président qui, au contraire, l'incarne et la rehausse. Donc, on a dans la perception qu'on a du moment Macron sur la scène internationale, il y a aussi ces effets d'image qui sont... voilà, donc aux États-Unis, donc le livre d'un journaliste met le feu à la Maison Blanche. Pourquoi vous rigolez? Qui sème le doute sur la santé mentale de Trump dans Fire and Fury. Ce journaliste américain a réussi l'exploit d'obtenir un récit dans le fond accablant de l'entourage de Trump. Happy birthday, Mr. Président. Ça, ils lui ont souhaité son anniversaire d'une certaine manière. Écoutez, il a eu le privilège, parce que j'imagine que la Maison-Blanche ne s'est pas méfiée, de passer 3 mois à la Maison-Blanche. Alors, après, il y a des gens dans l'entourage de Trump qui ont dit c'est pas vrai, il n'a pas passé 3 mois à la Maison-Blanche. Mais tout le corps de presse de la Maison-Blanche, y compris Fox News, a été obligé de dire si, il a passé 3 mois à la Maison-Blanche, on l'a rencontré tout le temps, il avait des entretiens pour faire son livre. Donc, grosso modo, lui, il a mis dans un livre ce que la quasi-majorité des journalistes américains racontent depuis 1 an. Oui. Il a dit, voilà comment cet homme exerce la fonction, avec la conclusion suivante, c'est que il n'en est pas capable, il n'est pas fait pour ça, pour parler poliment, et entre ses sautes d'humeur, une sorte de paresse naturelle, voilà, il ne remplit pas exactement la fonction de président des États-Unis comme on imagine qu'elle devrait être remplie. C'est ça la conclusion du livre. Ça, on le savait un peu, quoi. Enfin, on découvre pas l'Amérique, là, pour le coup. Le livre aurait pu s'intituler « Un président ne devrait pas laisser dire cela ». Oui, il dit... Il a essayé de ne pas le laisser dire. Oui, il n'a pas essayé. Il dit « Je suis un génie équilibré ». Donc ça, généralement, plus on souligne... Les génies sont rarement équilibrés. En plus. Et c'est un tweetopathe. Il tweet tout le temps. Oui, si vous voulez. Mais là encore, il ne faut pas non plus... C'est vrai que c'est très exotique, cette manière qu'il a d'utiliser les tweets. Mais il mène une politique. Il est élu par... vous avez vu, je crois que Virginie parlait de la France qui ne parle pas. La France qui ne fait pas partie des insiders. Et la France qui n'a pas été votée, même alors que Marine Le Pen était au 2e tour. Mais Trump, c'est la même chose. Il est élu des mêmes Américains. C'est la même chose, si vous voulez. De ce point de vue, les chiffres de la macroéconomie peuvent être trompeurs. Mais Trump, c'est... Voilà. À ces gens-là, il parle avec ses tweets. Parce que ces gens-là l'ont élu. Et le socle est là, il l'a toujours. Pour qu'il se comporte comme ça. Comme dit très bien Philippe Labro, ces gens-là l'ont élu pour qu'il se comporte comme un « fuck you président ». Je ne ferai rien comme l'élite aimerait me voir agir. Et donc, c'est enfantin, c'est de la cour de l'école, c'est un réflexe adolescent, mais ce réflexe est un symptôme. Il est le symptôme d'une situation politique, économique et sociale, tout ce que vous voulez. Et donc, ces tweets qui nous paraissent baroques, totalement farfelus, ainsi qu'à toute la presse américaine, d'une certaine manière, fonctionnellement, politiquement, ils ont une fonction, ils remplissent une mission. D'autant qu'il mène une politique économique et sociale qui, semble-t-il, va encore accentuer la fracture sociale et la marginalisation de ses électeurs. Donc, si vous voulez, il compense d'une certaine manière, il se coule dans un programme ultralibéral qui est celui de la branche pro-business du Parti républicain. Il sait qu'il est l'élu de cette France dont on parlait, cette France malheureuse dans la mondialisation, dans la globalisation, et il sait qu'il mène une politique qui va vraisemblablement pas leur être très favorable. Et donc il compense comme ça. C'est, je pense, peut-être un peu plus réfléchi que ce qu'on imagine. Je ne dis pas que c'est du génie politique, mais c'est un peu plus réfléchi que ce qu'on imagine. À son électorat, il donne les tweets, et puis aux donateurs du Parti républicain, ils donnent le programme qu'ils veulent. Oui, la gesticulation verbale dont fait preuve Donald Trump nous frappe et nous choque, mais c'est loin d'être l'entièreté de sa politique. Sa politique, elle plaît à son électorat. Et aujourd'hui, il est encore soutenu par une très grande... Alors, ceux qui parient sur le fait qu'il n'aille pas au bout de son mandat, moi, franchement, je trouve que c'est des spéculations très hasardeuses. Il est élu et il fera son mandat. Il le fera de cette façon-là, parce que cette façon-là, pour l'instant, le convient à son électorat. Alors, ceux qui sont du clan de l'obédience démocrate, comme les artistes beaucoup à Hollywood, certains ont désigné Oprah Winfrey comme la vedette de télévision, comme éventuellement la prochaine candidate démocrate aux États-Unis. Ils sont bien
On a eu Trump président. Pourquoi ne pas imaginer les solutions les plus romanesques? Romanesque, ça me fait penser juste... L'auteur de ce livre sur la Maison-Blanche s'appelle Michael Wolff. Ça m'a fait penser à Tom Wolfe. Le bûcher des vanités. Ce formidable roman qui raconte la catastrophe d'une existence flamboyante qui dérape et qui se ruine sur des inspirations hasardeuses et des coups de folie. Voilà, est-ce que Trump sera le personnage du prochain roman de Tom Wolfe? Le bûcher des vanités de... C'est sûr que Michael Wolff écrive aussi bien que... C'est vrai. On passe tout de suite à la chronique, la politique sur les réseaux avec Véronique Reissoult. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors le livre de Donald Trump, on vient d'en parler, donc ça... Un best-seller. Ouais. Et bien sûr, les internautes se passionnent pour ce bouquin. Ben oui, vous en parlez, le monde en parle, tout le monde en parle, et donc sur les réseaux sociaux, on en parle. Et alors, on en parle beaucoup, puisque depuis le lancement, en gros, il y a eu plus de 931 800 messages, donc c'est quand même assez conséquent. Et ce sont des messages, bien sûr, dans le monde entier. Vous avez, par contre, près de 34% des messages qui sont des messages négatifs. Donc on en parle, mais on n'en parle pas forcément en bien. Alors, c'est pas l'auteur... Du bouquin ou de Trump ? De la sortie du bouquin, certes, mais surtout du contenu du bouquin. Ouais, oui. Donc, globalement, voilà, et entre autres, pourquoi est-ce qu'il était là? Enfin, des tas de questions que se posent les Américains. Et puis, globalement, on va dire qu'aux États-Unis, c'est un vrai sujet et les contenus sont assez compliqués. Par contre, dans le reste du monde... Voilà, on en a parlé de façon plus légère, ça concerne forcément un peu moins, donc c'était plus anecdotique, plus sarcastique. Et en particulier, en France, ce qui était intéressant de regarder, c'était de voir finalement qu'est-ce que les Français ont retenu des bribes, des bonnes pages de ce qui a été dit. Eh bien, figurez-vous que les révélations les plus commentées sur les réseaux sociaux français sont, dans l'ordre d'arrivée, l'obsession de M. Trump pour l'empoisonnement et le fait qu'il se nourrit dans les fast-foods, ça, les Français ont adoré cette histoire. Les ambitions de sa fille Ivanka pour être première présidente des États-Unis, donc peut-être pas Oprah Winfrey, mais plutôt Ivanka. Et puis les secrets de sa coiffure. Ah bah oui, c'est un vrai sujet. C'est vrai que c'est fascinant. Et elle n'arrive que en 6e position, les relations avec la Russie. Parce que finalement, l'affaire russe, c'est un sujet un peu compliqué déjà pour les Français. Mais surtout, dans le fond, soit ils sont déjà convaincus de la connivence entre Trump et les Russes, et donc ils se disent, bon, ok, très bien, pourquoi pas. Soit ils y sont indifférents en se disant que globalement, cette histoire de connivence leur semble compliquée, éloignée, ce qui est assez normal, puisque globalement, c'est un président qui est loin et que les règles du fonctionnement américain sont loin. Donc, globalement, on va dire que ce sujet des États-Unis, de la Russie et de Trump, c'est plutôt les journalistes qui en parlent, les internautes, eux, c'est pas leur sujet. Ce qui est plus fastoche, c'est de parler effectivement du secret de sa coiffure. Ça, ouais. Une espèce de truc. Là, ça intéressé. Vous avez une explication, Alain? Il y en a une dans le livre. Oui, c'est ça. Écoutez, c'est une sorte de teinture. C'est une sorte de teinture. C'est une sorte de teinture. Il est chauve. Voilà. Et il lui reste les cheveux poussent à l'arrière, il les ramène devant. Voilà. Donc ce sont ses vrais cheveux et c'est ce qu'il y a dans le livre en tout cas. Et puis alors non mais ça se voit de toute façon. Très spécial. Sa fille explique ça, je sais pas quoi, un truc orangé foncé. Sa fille qui a raconté ça à Mike. Qu'il faut le laisser longtemps, il le laisse pas assez longtemps. C'est un sujet permanent dans la vie publique américaine. Moi, j'ai participé à des conférences de presse comme le faisait Ronald Reagan à la Maison Blanche. C'est lui parfois qui venait à la place de son porte-parole, etc. Et une bonne partie, le jour où j'y étais, une bonne partie des questions des journalistes, c'est Monsieur le Président, est-ce que vous vous teignez les cheveux? Mais oui. John, je t'ai déjà dit que, etc. Oui, mais est-ce que vous... Voilà. J'ai posé la même question pour François Hollande. Mais jamais personne ne lui a posé la question en conférence de presse. Personne n'a osé. Et moi, je m'interroge somme toute sur les 34% d'avis négatifs, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais globalement, sur le volume, c'est pas beaucoup. Non, c'est plutôt neutre, généralement, c'est sarcastique et neutre, en disant voilà. Alors, autre sujet qui est très discuté, c'est la loi sur les fake news. Emmanuel Macron en a parlé donc, lors de ses vœux à la presse. C'est très discuté. On va dire déjà les fake news en soi. Là, c'est très discuté. C'est discuté dans le monde entier. Donc, si on regarde juste sur cette semaine, on va dire du 5 au 11 janvier, parce qu'on en parle tout le temps, vous voyez, quand on fait une carte du monde, il y a 2 endroits où on en parle vraiment beaucoup. C'est les États-Unis, pour les raisons que vous imaginez bien, et l'Europe.
Europe. Et en Europe, c'est beaucoup à cause de Emmanuel Macron. Alors, quand on en parle en France, la première réaction des internautes à la suite de cette annonce durant les vœux que le président a fait à la presse et où il a évoqué cette loi éventuelle, eh bien, la première réaction a été de lancer un hashtag qui s'appelle invente des fake news. Donc en fait, voilà, vous imaginez ce qu'on pouvait faire. Il y avait des choses assez amusantes d'ailleurs. Et on voit, c'est un pic. Voilà, tout d'un coup, c'est monté et puis on est passé à autre chose. Mais pour vous donner une idée du type de tweet que l'on voyait, il y a celui par exemple de Nathalie Renard, qui est une influenceuse assez importante, qui a recueilli plus de 2700 interactions avec aux Bahamas pour fêter la Saint-Sylvestre. Des millions de chômeurs sont arrivés avec leur yacht, créant un mouvement de foule sans précédent après avoir chassé les évadés fiscaux. Invente des fake news. Voilà. Et il y en avait pléthore, et c'est pas forcément la plus drôle, mais c'est celle qui est la plus reprise. Et puis cette jeune femme est très influente. Ceci dit, une fois qu'on a eu ce petit invente des fake news, le vrai sujet autour des fake news, c'est que les internautes ne sont pas forcément très très favorables à cette histoire de loi. Dans les sondages, on dit que oui, mais les internautes, c'est une autre histoire. Si on regarde le volume des messages autour des fake news juste sur les réseaux sociaux français, eh bien vous avez 103 000 messages, mais dans ces 103 000 messages, vous avez 33% de messages négatifs, et là c'est beaucoup, surtout sur un sujet de ce type-là. Et en fait, si on regarde pourquoi est-ce qu'il y a ces messages plutôt négatifs, c'est assez simple globalement, si je dois résumer. En fait, vous avez trois types de fake, parce que ça demande quand même d'être précisé. C'est quoi une fake news? Vous en avez trois types. La première, c'est les fausses informations de type diffamatoire. On va les sortir, c'est pas un sujet de fake news, et il y a aujourd'hui des tas de choses qui permettent de sanctionner quelqu'un qui tient des propos diffamatoires, et les internautes sont d'accord pour dire que voilà, on doit respecter ces lois. Le deuxième type, ce sont des fausses informations du type des photos détournées ou des images détournées, et là, il y a déjà un arsenal assez important pour dénoncer. La seule chose qu'on peut demander, c'est éventuellement qu'on retire ces informations en demandant aux plateformes de le faire, mais je vous montrerai dans 2 minutes comment est-ce qu'on fait pour que vous aussi, vous puissiez ne pas vous faire piéger par ces photos détournées, puisqu'en gros, une fois qu'elle a été dénoncée, ça s'arrête, la fake news, elle est quand même beaucoup moins forte. Et puis la troisième catégorie, et c'est celle-ci que M. Macron vise, c'est la catégorie des fausses informations dans une logique de désinformation. Et quand c'est une désinformation, eh bien, à un moment donné, il faut regarder le contenu et décider est-ce que ce contenu est vrai ou est-ce qu'il n'est pas vrai. Et donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va regarder le contenu et quelqu'un qui va décider de ce qui est vrai ou pas vrai. Et là, les internautes ne sont pas du tout d'accord en disant c'est pas à l'État de rentrer dans ce type de détails, c'est pas à l'État de lire les contenus. Ça réveille des tas de sujets de contrôle, de maîtrise et des tas de fantasmes. Donc autant dire qu'ils ne sont pas particulièrement partisans. C'est comme les thèses du complotisme. Bon, exactement. On a vu dernièrement le sondage. C'est un sujet majeur. Parce qu'on ne peut pas reprocher au président de la République de s'en saisir compte tenu de ce qu'est la puissance des réseaux sociaux, la puissance des fake news aussi, et le rôle que les fake news ont joué dans les campagnes électorales. Mais j'observe que lui, il mobilise sur une annonce, alors que dans la réalité, il y a une loi qui est intéressante à observer, dont il faut regarder la pratique depuis le 1er janvier, c'est la loi allemande, qui est la première loi existante, en tout cas en Europe, contre les fake news. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va être un sujet je vous propose que la semaine prochaine, on rentre en détail dessus, parce qu'il y a de quoi parler pendant 1 heure. Je voulais juste donner un tout petit truc très concret aux gens qui nous regardent. Lourd. Et vous le donnez aussi, parce que je suis sûre que vous ne savez pas forcément le faire, quand vous êtes confronté à une image sur le net. Rappelez-vous l'histoire de M. Fillon avec Marion Maréchal pendant la campagne. Vous vous rappelez ce photomontage? Ce photomontage, il a été démonté très vite. Donc vous voyez, c'était ça. En fait, la réalité, c'est que c'était elle, mais on avait rajouté la tête de M. Fillon. Comment est-ce qu'on fait? Vous faites une capture d'écran de la photo que vous voyez, vous la mettez dans Google Images, il y a un petit appareil photo, vous le mettez là, on va vous demander de télécharger la photo et ça va vous montrer toutes les photos qui ont été prises à la même époque qui y ressemblent et ça vous permet de démonter très très rapidement une fake news. Dommage, vous ne pourriez pas mettre ma tête sur Miss Univers? Je peux vous le faire, mais on verra que c'est peut-être une fake news. C'est vrai que ça ferait un peu fake. Merci à tous, merci beaucoup Véronique. On a appris plein de choses avec vous tous. Merci à Charlotte Tomaca d'avoir préparé cette émission et merci à toute l'équipe technique. À très vite.